Débat politique. Débat politique avec Souheil El-Hachmi. Tous les samedis, de 13h à 14h sur Alger Chaîne 3. Bonjour à toutes et à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre émission Débat politique en ce samedi 6 juin 2026 pour analyser ensemble les grands enjeux qui façonnent l'actualité régionale et internationale. Aujourd'hui, nous consacrons notre débat à une région devenue l'un des principaux foyers de recomposition géopolitique mondiale, le Sahel. Cette vaste bande sahélo-sahélienne est désormais au cœur d'une intense guerre d'influence où s'affrontent intérêts sécuritaires, ambitions économiques et rivalités stratégiques. Terroristes transfrontaliers, trafic illicite, contrôle des ressources naturelles, compétition pour l'accès au marché africain, redéploiement des puissances étrangères et émergence de nouveaux acteurs, le Sahel cristallise aujourd'hui les grandes tensions de nouvel ordre mondial. Pour l'Algérie qui partage près de 4000 km de frontières avec plusieurs pays de la région, les enjeux sont considérables. La stabilité du Sahel est directement liée à sa sécurité nationale, à ses ambitions économiques africaines et à son rôle diplomatique sur la scène continentale. Dans un contexte marqué par les multiplications des crises internationales, la montée des logiques de puissance et la bataille pour l'influence en Afrique, comment l'Algérie adapte-t-elle sa stratégie ? Quel défi sécuritaire doit-elle relever? Quel levier économique et diplomatique peut-elle mobiliser pour préserver ses intérêts stratégiques et contribuer à la stabilité régionale? Pour débattre et analyser et décrypter, nous avons le plaisir de recevoir ici en direct au studio M. Saïd Ayachi, militant des droits de l'homme et président du comité algérien de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui. Également à ses côtés, M. Gessoum Souheil, président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Et nous avons en ligne avec nous à partir de Londres M. Barded Mendouche, expert en énergie, ex-PDG d'une filiale de Sonatrach, qui sera bien sûr avec nous à partir de Londres. Alors, merci à tous d'avoir accepté notre invitation et place maintenant au débat. Alors, bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. Je commence avec vous, Monsieur Saïd Ayachi. Bonjour et merci d'être avec nous, présent pour ce débat. Le Sahel connaît aujourd'hui une profonde recomposition politique et sécuritaire. Comment analysez-vous les nouveaux rapports de force qui s'y installent et comment aujourd'hui se déployer pour garder une place prépondérante, sachant que notre diplomatie algérienne se déploie sur le plan régional et international. Monsieur Saïd Ayachi. Merci d'abord pour votre invitation. Merci. Mes salutations à vos auditeurs de la chaîne 3. Effectivement, après une période de turbulences qui en fait ont été générées par des parties extra-africaines, on se souvient depuis maintenant une quinzaine d'années, la région du Sahel a connu une situation anormale eu égard aux liens de fraternité et de solidarité qui ont toujours existé entre les pays de la région. Et évidemment, je parle d'abord des relations avec notre pays, l'Algérie. Un de ces pays a rapidement compris le danger de s'isoler de cette profondeur stratégique pour le Niger qu'est l'Algérie, et inversement, le Niger a aussi profondeur stratégique pour l'Algérie. Et donc, nous avons vu depuis la visite, bien avant, mais cela a été couronné par la visite du président nigérien il y a quelques mois, quelques semaines. Et puis, c'est la deuxième visite en 3 mois de notre Premier ministre au Niger, avec l'heureuse conclusion de voir l'inauguration d'une centrale électrique réalisée grâce au savoir-faire et à l'expertise de notre Société nationale Sonelgaz. C'est un signe que les choses reviennent à la normale.
Et évidemment, cela ne va pas se limiter uniquement à cette réalisation. Comme vous le savez, il y a eu aussi l'inauguration du tronçon algérien à partir d'Adalar, qui va rejoindre la frontière nigérienne. Et puis, l'engagement de l'Algérie d'aider le Niger à réaliser son propre tronçon dans la partie de son territoire. Le reste revenant au Nigeria, bien sûr, pour réaliser le sien. Cela tout simplement démontre que la diplomatie algérienne a eu raison de s'investir de cette façon dans ces projets. Et je n'en veux pour preuve que les déclarations du ministre nigérien des Affaires étrangères, plus dernièrement, à un organe nigérien, qui dit que si tous les pays du monde avaient les mêmes relations entre eux qui existent entre le Niger et l'Algérie, la paix du monde serait haute. C'est une déclaration de très haute importance, surtout lorsqu'il a ajouté que l'Algérie a toujours été un médiateur efficace dans les conflits de par le monde. Et donc, cela est le prémisse maintenant d'un autre cadre de coopération et de solidarité et de complémentarité entre le Niger et l'Algérie. Il faut rappeler d'abord, évidemment, les dossiers structurants que développe l'Algérie, la dorsale optique, la ligne de la fibre optique, mais aussi la transsaharienne, mais aussi, bien entendu, la coopération dans divers domaines que sont la lutte contre le terrorisme, contre le fléau de la drogue, contre la migration clandestine et beaucoup d'autres projets encore, ce qui laisse penser qu'il y a maintenant un retour à une normale, à des relations apaisées et productives entre le Niger et l'Algérie. Alors, vous avez parlé des parties extra-africaines. Est-ce qu'on peut considérer, partant de ce que vous déclarez à l'instant, M. Saïd Ayeshi, que nous assistons à une internationalisation croissante des crises sahéliennes au détriment des solutions africaines? L'Afrique doit résoudre ses problèmes par ses propres moyens au sein de l'Afrique, avec l'Afrique. C'est clair, les manœuvres d'externalisation des conflits africains ou des crises africaines a été patente il y a à peine une dizaine d'années, lorsqu'on a vu que le pays colonisateur de la région s'est immiscé avec les opérations Serval et Barkhane au Sahel, avec beaucoup de résultats négatifs, bien entendu. Rappelez-vous, les accords d'Alger concernant le Mali de 2015 ont été torpillés par l'opération Serval elle-même, ce qui a gêné leur mise en œuvre. Et puis, nous avons vu comment les peuples africains eux-mêmes se sont rendus compte que les parties externes n'augurent rien de bon pour ce qui est de la prospérité et de la stabilité des pays de la région. Bien entendu, l'Algérie a toujours eu comme doxa diplomatique de ne pas s'ingérer dans les affaires des autres États, et chaque pays africain, pour ne parler que des pays africains, l'a constaté. Elle a aussi toujours recommandé la solution des conflits par le dialogue inclusif, c'est-à-dire de toutes les parties. Elle s'est investie profondément grâce à l'expertise qu'elle a en le domaine dans la lutte contre le terrorisme, et beaucoup de pays, y compris de grands pays de la planète, reconnaissent ce savoir-faire de l'Algérie. Et donc, vous voyez très bien que l'Algérie s'est mise au service de l'unité africaine et de relations productives, équilibrées, dans le respect mutuel entre les États d'Afrique. Alors, Monsieur Souhil Gessoum, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation par rapport à ce que déclare un instant Monsieur Saïd Ayeshi. L'Algérie, c'est une puissance stabilisatrice dans la région, mais au-delà des enjeux politiques, sécuritaires, le Sahel représente aujourd'hui une opportunité économique majeure pour l'Algérie, avec l'inauguration des projets qui sont en cours actuellement, comme le pipe transsaharien. Bonjour, chères auditrices et auditeurs. Merci, Souhil Al-Hachmi, pour l'invitation. Alors, si vous le permettez, je vais essayer de rajouter très rapidement quelques points par rapport à l'aspect politique. Alors, l'Algérie, aujourd'hui, est un pays sahélien de fait. C'est un pays où il y a une réalité géographique incontournable, vu que nous n'avons pas choisi d'être concernés par le Sahel, mais notre géographie nous y oblige. Quelques chiffres, nous avons environ 6700 km de frontières, dont 60% sont avec des pays sahéliens. Donc nous avons plus de 1300 km avec le Mali, presque 1000 km avec le Niger, presque 500 km avec la Mauritanie et presque 1000 km avec la Libye. Donc
Ajouté à l'aspect géographique, j'aimerais parler aussi, et M. Saïd Ayachi l'a mentionné, il y a la médiation régionale historique de l'Algérie. Donc, nous avons construit une doctrine nationale basée sur la non-ingérence directe, toujours trouver des solutions politiques, favoriser le dialogue inter-africain et être toujours dans la médiation régionale. La preuve, c'est l'aboutissement des accords de paix du Mali en 2015. Là où certains exportent des armées, l'Algérie a souvent choisi d'exporter de la médiation, ce qui est quand même très important. Ensuite, il ne faut pas oublier que l'Algérie est quand même une puissance sécuritaire régionale. Même si nous favorisons la médiation, nous sommes une puissance militaire, sécuritaire, régionale qui peut apporter des solutions, qui peut être un leader dans l'aspect sécuritaire quand il le faut. Nous sommes quasiment la première dépense militaire en 2025 en Afrique et nous avons beaucoup de coordination régionale via les mécanismes de coopération sécuritaire. Je pense notamment au mécanisme de Taman Rasset, CEMOC. Donc, sans sécurité au Sahel, il ne peut y avoir ni développement du Sahel, ni stabilité du Maghreb. C'est pour ça que l'Algérie doit jouer un rôle dans ce sens. Donc, et venons-en maintenant à l'aspect économique. Donc, le Sahel n'est pas seulement un risque sécuritaire, c'est aussi un marché, mais c'est aussi une porte d'entrée de l'Algérie vers l'Afrique. Alors, Monsieur Saïd Ayachi mentionnait la dorsale optique. Oui, effectivement, il y a une dorsale optique qui va traverser l'Algérie pour aller vers le Niger. Mais je pense que nous avons les moyens d'aller un peu plus loin dans cette optique de fibre optique. Et je vais m'expliquer. Regardez, aujourd'hui, en Algérie, nous avons 3,3 millions de foyers connectés au FTTH. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous avons un savoir-faire qui est très important en Algérie en termes de FTTH. À nous d'exporter ce savoir-faire, donc cet écosystème qui sait connecter les maisons algériennes, à nous d'exporter ce savoir-faire vers les pays africains, vers le Niger par exemple, qui est quasiment à zéro de FTTH connecté. Nous avons aussi la transsaharienne qui est très importante, qui va traverser l'Algérie de Alger vers le Niger en allant vers le Nigeria, mais qui aussi ouvre une bifurcation vers le Tchad. Nous avons aussi le Adrar, la route qui se connecte aussi vers le Niger et le Mali. Nous avons aussi Tindouf qui se connecte vers la Mauritanie. Tout cela nous ouvre des corridors qui vont permettre le transit de marchandises, que ce soit de l'Algérie vers l'Afrique, mais aussi faire de l'Algérie un hub de transit vers le Sahel et vers les autres pays africains via nos ports. Donc il y a une activité économique qui est en train de se préparer vers les pays du Sahel, mais aussi vers les pays africains où les pays du Sahel seront une porte d'entrée de l'Algérie. Mais justement, par rapport aux infrastructures stratégiques que vous avez mentionnées, est-ce que les infrastructures transfrontalières, les corridors commerciaux, bien sûr, et les projets de connectivité peuvent constituer aujourd'hui un levier d'influence durable pour notre pays et nos entreprises? Clairement, c'est un levier très important parce que nos entreprises pour exporter, nos entreprises pour travailler avec les pays du Sahel et les pays africains, ils ont besoin d'avoir ces infrastructures qui soient mises en place. Si je veux déplacer de la marchandise du nord de l'Algérie vers les pays sahéliens, ensuite vers l'Afrique, nous avons besoin de cette transsaharienne. Nous avons besoin de cette ligne ferroviaire qui va s'étendre de Alger vers l'Afrique. Nous allons avoir besoin de fibres optiques, de connectivité. Nous allons avoir besoin aussi de ce que j'appellerais les connexions multimodales. Donc, un port qui soit connecté aux douanes, qui soit connecté aux zones franches, qui soit connecté aussi aux aéroports. Il faut qu'il y ait toute cette connexion, cette smart
ce que j'appelle aussi le corridor smart, les corridors intelligents qui vont pouvoir servir nos entrepreneurs et nos sociétés pour aller exporter vers, je n'ai pas envie de dire uniquement le Sahel, mais le Sahel doit être une zone de transit vers l'Afrique, mais aussi le Sahel doit être un marché pour l'Algérie. À nous de savoir trouver les mécanismes de financement via des financements internationaux pour pouvoir réaliser nos projets en priorité vers les pays du Sahel, ensuite vers l'Afrique. J'aimerais aussi mentionner ici la ZLECAf qui est quand même un acteur très important pour le développement de notre collaboration avec les pays du Sahel et les pays de l'Afrique. Quelques chiffres très simples. Nous avons l'Afrique qui est à 1,2 milliard d'habitants, mais avec des échanges interafricains qui représentent seulement 12% des échanges africains avec le monde. Cela est très faible si nous comparons avec l'Europe qui assure 60% des échanges entre les pays européens. Donc nous avons ici une possibilité d'accroître nos échanges avec l'Europe, une opportunité de croissance des échanges avec l'Afrique, donc une opportunité de croissance entre l'Algérie et les pays africains qui est vraiment impressionnante. Donc nous devons saisir cette opportunité de croissance en réalisant des exportations, mais en réalisant aussi ce que la ZLECAf souhaiterait, c'est l'intégration des chaînes de valeur africaines, ça veut dire prendre de la matière première africaine, la produire en Algérie, vu que l'Algérie est quand même un pays suffisamment industrialisé par rapport aux autres pays africains, et exporter ce produit made in Africa soit vers les autres pays africains, soit vers d'autres pays européens ou d'autres pays à travers le monde. Alors, à nous de trouver les mécanismes de financement. Nous rejoignons justement à Londres où nous avons notre troisième invité qui est en ligne avec nous. Il s'agit de Monsieur Barded Mendouche. Monsieur Barded Mendouche, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma question, elle est très simple par rapport à ce que déclarent les deux invités ici présents et par rapport à la thématique que nous abordons aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer, partant bien sûr des projets stratégiques aussi qui viennent d'être réalisés, en cours de réalisation pour certains également, que les ressources énergétiques et minières du Sahel sont devenues aujourd'hui l'un des principaux moteurs de la composition entre les différentes puissances, on le voit avec ce qui se produit actuellement au niveau de l'Iran. Et est-ce que l'Algérie est puisque l'Algérie au niveau de cette région est un acteur majeur dans ce domaine-là, elle est déjà présente dans beaucoup de pays du Sahel, comme par exemple la Libye, et vous avez le Niger et le Nigeria avec le pipe transsaharien. Monsieur Barded Mendouche. Oui, absolument. L'Afrique recèle de beaucoup de ressources naturelles, indépendamment du gaz et du pétrole. Il y a aussi les mines, les minerais, l'uranium, les terres rares également. Beaucoup de pays africains recèlent de terres rares qui sont très demandées dans les nouvelles technologies. Pour en revenir au niveau gazier, le plus grand projet du siècle, le plus important projet structurant, c'est le TSGP qui vient d'être lancé dans la partie algérienne au niveau d'Adrar pour aller vers Hasirmel dans le centre de dispatching, puis aller vers du côté est par le Transmed, vers l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche, et le côté ouest par le Medgaz vers l'Espagne et le Portugal. C'est un projet très important, c'est un projet qui va permettre à l'Algérie d'être un hub gazier et qui va permettre à l'Europe de se sécuriser de manière permanente et fiable et viable pour sa sécurité énergétique, compte tenu que après la guerre Russie-Ukraine et surtout après ce qui s'est passé avec la fermeture de détroit d'Ormuz, la carte énergétique mondiale a changé. Et elle a intégré une autre donnée qui n'existait pas auparavant et qui sont ce qu'on appelle les routes d'acheminement. C'est-à-dire les routes maritimes sont devenues, à l'exemple de la fermeture de détroit d'Ormuz, sont devenues une donnée essentielle pour les pays consommateurs qui visent à sécuriser leur approvisionnement. L'Afrique et à leur tête surtout l'Algérie est devenue une alternative pour leur sécurité énergétique à travers le gaz, puisque l'Algérie dispose déjà de moyens de transport sécurisés, à savoir les gazoducs, et également elle est dans un continent géographiquement très loin des zones de conflit.
Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Barded Mendouche, vous avez parlé bien sûr du projet du gazoduc transsaharien. Est-ce qu'on peut considérer que ce projet peut transformer durablement la position géoéconomique de l'Algérie et ses partenaires africains? Absolument. Ce projet, il est structurant, c'est-à-dire qu'il va permettre de la création de beaucoup d'emplois, de beaucoup d'entreprises, de PME, PME sur les pays traversés, aussi bien Nigeria, Niger qu'Algérie. Il va permettre également de raccorder un certain nombre d'unités industrielles et aussi beaucoup de foyers. Sur ce qu'a déclaré M. Bessoum sur 1,2 milliard d'habitants en Afrique, il faut savoir qu'il y a 600 millions qui ne sont pas raccordés au gaz naturel ni à l'électricité. Donc cela va permettre à beaucoup de foyers d'être raccordés, et surtout à des unités économiques d'être raccordés au gaz et à l'électricité. Et il y aura un dynamisme économique très important qui va se répercuter par l'emploi et qui va se répercuter également par des taux de croissance économique importants dans les années à venir. L'Algérie étant déjà un fournisseur fiable, viable et durable, renforcera sa position vis-à-vis surtout des clients traditionnels de l'Algérie qui sont l'Europe du Sud, comme une alternative incontournable et une alternative durable pour la sécurité énergétique à long terme de l'Europe. Mais est-ce que l'Algérie peut devenir aussi le principal hub énergétique reliant l'Afrique au marché européen et méditerranéen, puisque nous avons vu avec c'est-à-dire les accords stratégiques avec certains partenaires européens, comme par exemple l'Italie, le projet est en cours de maturation et mise en œuvre? Pour l'approvisionnement en gaz, oui, parce que le chemin, les routes terrestres pour l'approvisionnement de l'Europe les plus rentables et techniquement les plus acceptables doivent passer par l'Algérie. Il n'y a pas que le Nigeria, il y a aussi les autres pays, il y a aussi la Mauritanie qui a fait des découvertes ces dernières années en eau profonde. Il y a aussi le Mozambique qui a d'énormes réserves en gaz découvertes il y a ces 10 dernières années, mais qui ne sont pas exploitées pour le moment par défaut de route d'approvisionnement. Et donc, la route la plus courte, c'est une ligne droite, et la ligne droite, elle passe nécessairement par l'Algérie, parce qu'à défaut, il faudrait construire des terminaux au niveau des océans de l'autre côté, avoir des méthaniers, avoir des investissements financiers très lourds pour pouvoir acheminer ce gaz vers les pays consommateurs et contourner l'océan Atlantique, plus la mer Méditerranée. Donc ça, économiquement, c'est nettement plus cher qu'avoir un gazoduc qui va relier, bien entendu, l'Algérie, à travers l'Algérie, l'Europe. Le gazoduc étant le moyen économiquement le moins coûtant pour pouvoir acheminer le gaz des pays fournisseurs aux pays consommateurs. Alors, Monsieur Saïd Ayachi, vous l'avez déclaré au début de cette émission, l'Algérie et sa diplomatie est une puissance stabilisatrice au niveau de la région. Mais comment vous expliquez et quelle analyse pouvez-vous apporter aux campagnes internationales qui présentent l'Algérie comme un facteur d'instabilité, notamment via les réseaux sociaux? On l'a vu durant 2025 et courant 2026. Qui sont derrière aujourd'hui ces manipulations? Permettez-moi, avant de répondre à votre question pertinente, d'ajouter quelque chose à ce que vient de dire M. Mengouche à propos de la sécurité énergétique européenne. Il y a aussi la sécurité énergétique africaine qui est assurée par ce projet qui est stratégique et structurant, justement, surtout lorsqu'on le compare à un autre projet chimérique qui, évidemment, le TSGP coûte beaucoup moins cher, est rentable rapidement et d'une certaine façon, il doit avoir des retombées économiques très importantes pour les peuples de la région. C'est déjà une sorte de zone énergétique africaine intégrée qui est appelée à s'élargir. Mais la sécurité énergétique africaine commence par là. Quant à ce problème de présenter l'Algérie comme étant un fauteur de troubles, si l'expression est valable, cela ne concerne que les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, malheureusement, d'une certaine façon, sont incontrôlables et puis ils ne valent que ce que leur donne la voix qu'ils ont auprès d'une certaine audience.
Mais en réalité, l'Algérie, par des faits concrets, est là. Je ne veux pour preuve que justement ce qui se passe avec le Nigeria, et des personnalités africaines reconnaissent à l'Algérie ce rôle pacificateur, ce rôle stabilisateur, ce rôle médiateur depuis longtemps, et pas seulement maintenant, mais surtout l'Algérie, dans les faits, le prouve, puisque il fut un temps, pas très loin, où on voulait présenter le Niger comme étant un ennemi de l'Algérie. Alors qu'aujourd'hui, nous voyons comment, en fait, les Nigérians très sages n'ont jamais insulté l'avenir, et les relations de l'Algérie avec le Niger sont apaisées, fraternelles, productives, et surtout, elles sont là pour rapprocher les peuples nigériens et algériens qui ont existé depuis des millénaires, l'un à côté de l'autre, dans de bonnes conditions. Évidemment, vous me direz que des gens parlent de l'Algérie isolée. Je crois qu'il faut juste se référer au balai diplomatique que connaît l'Algérie depuis quelques années, et à des très hauts niveaux, pour voir que l'Algérie, loin d'être isolée, l'Algérie reste consultée, l'Algérie reste partie prenante dans l'équilibre dans les relations internationales. Mais qui est derrière ces manœuvres de nuire à l'image de l'Algérie? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, on sait que l'Algérie va être contrariée dans son développement économique, et on l'a vu comment certaines parties extra-africaines et africaines aussi, pour ne citer qui est notre voisin de l'Ouest, voudraient présenter un dossier chimérique tout à fait irréaliste dans sa concrétisation, qui reviendrait les yeux de la tête et qui ne trouvera pas des investisseurs suffisants pour le réaliser, qui demanderaient un temps très long pour le faire, et qui, de toute façon, n'aboutirait que plusieurs décennies après le projet du NTGP Niger-Algérie. Et à juste titre, encore une fois, M. Mengouche a parlé du hub gazier de l'Algérie. D'ici là, l'Algérie aurait acquis une place prépondérante dans le service du gaz pour la planète, et notamment dans l'axe sud-nord. Et bien sûr, les places seront prises, et évidemment, il n'y aura pas beaucoup de rentabilité pour ce projet-là. Quant à, évidemment, présenter l'Algérie comme un facteur de troubles, les faits sont là pour démentir ces allégations tout à fait fantaisistes. Et bien entendu, l'Algérie n'a fait que, jusqu'à maintenant, travailler avec responsabilité, avec sagesse et avec engagement pour la stabilité des peuples de la région, et au-delà d'ailleurs. Pas seulement la région africaine, en Afrique et au-delà de l'Afrique. Et Dieu merci, cela est reconnu à l'Algérie par toutes les chancelleries internationales. Alors, Monsieur Souhil Gossim, je vais vous poser deux questions en une. Comment les entreprises algériennes peuvent-elles aujourd'hui s'imposer sur les marchés sahéliens dans un contexte de forte concurrence internationale, puisque beaucoup de pays sont présents au niveau de cette région? Et est-ce que le développement économique est aujourd'hui la meilleure réponse face au risque d'instabilité et de radicalisation? Alors, il est clair que nous avons un avantage vraiment reconnu par rapport aux autres pays. Nous avons déjà cet avantage de proximité avec les pays africains, nous avons cet avantage culturel avec les pays africains, nous avons ces avantages logistiques, puisqu'il y a la route transsaharienne, puisqu'il y a le train qui est en cours de construction, puisque nous avons des lignes aériennes aujourd'hui directes avec le Niger, avec la Mauritanie, avec le Sénégal aussi, avec la Côte d'Ivoire, et ça continue. Donc tout cela constitue des avantages certains. L'autre avantage que nous avons, qui est à mon avis très très important, c'est que nous avons des relations politiques très fortes avec les pays du Sahel, et donc ces relations politiques doivent aboutir à des relations économiques simplifiées avec ces pays. Il est clair qu'à terme, nous avons déjà aujourd'hui, nous avons l'effet, le levier ZLECAf qui doit être exploité avec les pays du Sahel, mais il est clair qu'à terme, nous aurons plus d'accords avec ces pays. Je pense normalement à des accords de libre-échange beaucoup plus forts que la ZLECAf. Vous savez que sur la ZLECAf, il y a certains pays qui acceptent certains produits des listes douanières et pas d'autres. Donc je pense que nous pouvons aller sur des accords beaucoup plus forts dans ce sens. Maintenant, il y a un point, à mon avis, qui n'est pas... il y a un point qui n'est pas suffisamment dit, où nous pouvons faire très très fort, c'est l'aspect digital.
L'aspect digital où l'Algérie commence à avoir beaucoup de savoir-faire, même si notre digitalisation n'est pas terminée, mais nous avons quand même des pans du système socio-économique qui sont complètement digitalisés. Je pense notamment aux impôts, je pense aux douanes, je pense à l'état civil qui est complètement digitalisé. Et quand je regarde des pays sahéliens, ben, la digitalisation est très peu existante. Donc il y a là un transfert de savoir-faire, un transfert de compétences qui est très important. Je parlais tout à l'heure également du FTTH où nous avons tout un écosystème à exporter aux pays du Sahel pour lancer cette FTTH et l'implémenter. Je pense aussi à tout ce qui est exportation industrielle. Je pense au ciment, je pense aux engrais, je pense à l'acier, je pense aux fertilisants, je pense... Tout cela, tous ces produits devraient avoir des débouchés naturels vers les pays du Sahel, puis vers les autres pays africains. Donc nous avons vraiment un potentiel d'exportation que j'estime à quelques milliards de dollars. Alors n'oublions pas une chose, c'est que l'Algérie, avec son PIB qui se situe à plus de 260 milliards de dollars, est quand même un leader certain. Regardez, si je rassemble tous les pays sahéliens, ben, le total de leur PIB, de ces pays n'atteint pas la moitié du PIB algérien. C'est quand même quelque chose de très important. Ça signifie quand même, avec la croissance de notre PIB que nous voyons ces dernières années, que nous devons jouer notre rôle de leader et nous devons jouer notre rôle d'exportateur avec tous les avantages logistiques que nous avons et tous les avantages culturels que nous avons avec les pays africains, tous les avantages d'amitié aussi et de proximité frontaliers que nous avons avec nos amis africains. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, vous avez parlé bien sûr des infrastructures de base. Est-ce qu'on devrait aussi, parallèlement, relancer le projet de la boucle africaine d'Internet qui devait être réalisé avec les pays du Sahel? Monsieur Souhil Gessoum. Si nous installons déjà... alors, il y a la dorsale. La dorsale, c'est un peu la base de ce projet. La dorsale qui va aller vers le Niger, il est clair dans ma tête que ça doit aller aussi vers le Tchad, que ça doit aller vers le Mali, que ça doit aller... Donc si nous arrivons à mettre en place cette dorsale, si nous arrivons à augmenter notre bande passante internationale qui, ne l'oublions pas, qui était il y a 5 ans de 1,1 terabyte par seconde et qui est passé aujourd'hui à plus de 12 terabytes par seconde. Alors, cette bande passante internationale est appelée à augmenter encore pour que nous puissions créer cette boucle sahélienne avec l'Algérie et que nous ayons une seule connexion. Et je vais citer un exemple. Il n'est pas normal aujourd'hui que si je dois appeler quelqu'un au Niger, je dois passer par l'Europe. C'est pour ça que le réseau, on parlait de ce réseau. Voilà, c'est valable pour le Mali, c'est valable pour le Sénégal, c'est valable pour la Mauritanie. Donc avoir une boucle unique, on va dire africaine partielle pour ensuite l'étendre à l'Afrique, ça doit être un projet prioritaire pour nous en tant qu'Algériens. Pas seulement juste pour avoir cette boucle, mais cette boucle va favoriser les échanges, va faciliter les échanges et va ouvrir la porte à énormément de digitalisation de ces pays, une digitalisation que nous souhaiterions intégrer par le leadership de l'Algérie. Mais est-ce qu'il y a des puissances qui ont intérêt à empêcher le déploiement de l'Algérie au niveau de cette région, puisque le Sahel est aujourd'hui davantage, au-delà bien sûr des aspects sécuritaires, et c'est aussi un enjeu de puissance économique, et beaucoup de puissances sont présentes au niveau de cette région. À l'exemple de la Libye. Vous le dites bien, il y a un enjeu économique qui est très important. Il y a le gazoduc qui va arriver du Nigeria et qui va aller vers l'Europe. Il y a, M. Mendouche parlait des terres rares. Des terres rares, il parlait aussi du potentiel gazier de la Mauritanie qui est supposé transiter plutôt vers l'Algérie pour aller vers l'Europe que d'aller à travers l'océan par des coûts économiques qui seront plus faibles via l'Algérie. Il en a parlé aussi, M. Saïd. Oui, monsieur, désolé d'avoir omis cela. Ça aussi, c'est très important. Et tout cet aspect économique fait que des pays ne sont pas d'accord pour que l'Algérie s'accapare ce potentiel économique et en soit le leader. C'est de bonne guerre, mais bon, c'est de bonne guerre aussi. Faut nous battre. C'est absolument. C'est de bonne guerre aussi que nous défendions notre position géostratégique. De notre potentiel et serrer les dents et avancer. Il faudra s'imposer
à ces parties extra-africaines qui veulent gêner. Ils savent que le pays pivot, c'est l'Algérie, qui a d'énormes possibilités justement de développement. Vous le dites bien, c'est un grand pays, et d'ailleurs, le fait d'être un grand pays, c'est des fois un facteur pas forcément toujours positif, puisque vous êtes bien placé pour savoir que les distances, des fois, aggravent le coût des marchandises. Mais enfin, il faut y aller. Le chemin de fer, la transsaharienne, etc. Mais surtout s'imposer face à cette volonté extra-africaine, occidentale entre autres, qui voudrait absolument gêner le développement de l'Afrique et de certaines régions africaines, précisément la nôtre, pour qu'elle ne puisse pas échapper au marché européen, occidental, de façon générale, et être toujours à la merci de cette puissance occidentale. Je suis tout à fait d'accord avec vous. N'oublions pas qu'il y a quelques années, nous étions assez timides économiquement vers l'Afrique. Depuis quelques 3% années... 3% du niveau d'échange. Voilà, 3% du niveau d'échange. Depuis quelques années, nous Même sommes beaucoup plus... ça. Nous essayons en tout cas d'être beaucoup plus agressifs. Il y a eu aussi l'IATF qui est venu renforcer cette volonté de l'Algérie d'aller vers les pays africains et les pays sahéliens. J'insiste toujours sur un fait, c'est que les pays sahéliens sont un marché pour l'Algérie, mais sont aussi une porte d'entrée vers les pays d'Afrique de l'Ouest et vers certains pays, autres pays africains. Maintenant, nous parlons beaucoup d'infrastructures. Je pense que nous devons aussi mettre l'aspect sur deux points qui me semblent importants en termes d'infrastructures, c'est les zones franches. Nous devons développer ces zones franches avec nos pays frontaliers, parce que ça facilitera énormément les échanges. Et nous devons aussi développer l'aspect bancaire. Alors, les pays sahéliens sont peu bancarisés, donc nous devons les aider à être plus bancarisés, mais aussi nous devons avoir nos propres banques présentes là-bas pour que nous puissions faciliter les échanges bancaires et donc les exportations algériennes vers ces pays. Et justement, j'allais vous poser la question, il faut plus de facilitation et plus d'incitation pour les entreprises algériennes aujourd'hui pour se déployer au niveau de cette région, puisque nous savons qu'il y a aussi la rigidité de la législation en matière d'investissement direct de nos entreprises au niveau de ces régions. Alors, je retiens deux aspects dans votre question. Il y a l'aspect exportation, où j'ai constaté il y a 2 semaines environ, où j'ai pu suivre une exportation algérienne vers la Tunisie, et ça s'est déroulé vraiment d'une manière très très fluide, qui faisait plaisir à voir. C'était vraiment très facile à effectuer. Maintenant, il y a l'aspect... Je parle d'externalisation des entreprises. Je pense que surtout ça. Votre point, c'est de parler d'aller investir dans ces pays. Sonatrach à la dérogation, est-ce qu'il faudrait... Il est clair qu'il y a un travail à faire au niveau de la Banque d'Algérie. Il est clair qu'il y a des autorisations à fournir à nos entreprises pour qu'elles puissent s'installer à l'international. Et vous savez, à terme, ce n'est que bénéfice pour l'Algérie parce que nous allons avoir énormément de dividendes qui vont être rapatriés en Algérie. Et ne pas laisser la place aux autres aussi. Ça, c'est un autre point qui est très important. Nous devons jouer notre rôle de leader, faire travailler les populations africaines, produire africain, créer de la valeur en Afrique et bien évidemment en faire bénéficier aussi l'Algérie grâce à une rapatriation des dividendes. Alors, Monsieur Barded Mendou, je reviens vers vous, Monsieur Saïd Ayachi, dans un petit moment. Nous allons rejoindre Londres pour poser une question à Monsieur Barded Mendouche. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une nouvelle bataille mondiale pour le contrôle des matières premières stratégiques africaines? Et on l'a vu avec la Libye, Monsieur Mendouche. Effectivement, ce qui se passe en Libye, c'est beaucoup plus son potentiel pétrolier et gazier. C'est rien d'autre. À chaque fois qu'il y a des conflits dans un pays, il faut toujours voir qu'est-ce que ce pays recèle comme ressources naturelles. En priorité, le gaz et le pétrole. Donc l'Afrique recèle d'énormes potentiels et effectivement, il est convoité. On a constaté ces dernières années qu'il y a un recul de certains pays dans la France, mais il y a une avancée considérable de la Chine et de la Russie, et même les États-Unis s'intéressent à l'Afrique. Les États-Unis s'intéressent en raison des terres rares, puisque les États-Unis sont dépendants pour leur haute technologie de leur importation de la Chine, qui détient le premier rang au niveau mondial des terres rares, en termes de raffinage et d'exportation, de l'ordre de 60 à 70%. Et donc,
c'est un pays qui veut se diversifier et trouver d'autres sources alternatives pour les terres rares. Mais également, il y a, comme je le disais tout à l'heure, des ressources considérables, surtout sur le gaz. Les pays de l'Afrique de l'Est, à leur tête le Mozambique, il y a un peu plus de 10 ans, il y a de très très grosses découvertes, mais faute de moyens humains, faute de moyens techniques, matériels, et surtout, faute de financement, pour le moment, ils n'ont pas pu développer ces ressources-là. Et cette décision de démarrage de manière, à mon avis, irréversible du gazole TSGP ouvre les possibilités pour pouvoir exploiter ces richesses-là. Et la Sonatrach a déjà entamé, déjà depuis le début de l'année, pour parler avec le Mozambique à l'effet de partenariat. Parce qu'on sait que la Sonatrach, elle existe déjà au Niger. Depuis, ont été forés en 2018 et 2019, qui ont été productifs pour le gaz et le pétrole avec un débit très important et des réserves évaluées entre 260 à 400 millions de barils avec une projection pour le Niger de produire, plutôt d'augmenter sa production de 90 000 barils par jour, ce qui est très important. C'est un contrat aussi qui est très bénéfique pour la partie algérienne. Il est partage de production assez conséquent. Et récemment, si vous avez suivi, il y a eu des mémorandums d'entente avec une filiale de recherche complémentaire, qui est filiale de Sonatrach, et une autre filiale de Sonatrach pour le forage, pour entamer d'autres recherches sur le bassin de Gafra, qui est au nord du Niger et au sud de l'Algérie, et également effectuer d'autres forages dans cette région, qui est une région, je parle de Gafra, à fort potentiel gazier et pétrolier. Mais Monsieur Barded Mendouche, par rapport à ce que vous déclarez, qu'est-ce qui explique aujourd'hui cet intérêt soudain des États-Unis pour l'Afrique, alors que traditionnellement, les Américains sont beaucoup plus présents au niveau du Proche et Moyen-Orient? Est-ce que c'est toujours cette bataille Chine-États-Unis? Absolument. Les Américains, là où il y a la Chine, là où la Chine s'oriente avec ses investissements, avec la recherche de partenariats ou de zones d'influence, on constate que les États-Unis suivent. Au Moyen-Orient, les États-Unis sont surtout là-bas pour le gaz et le pétrole. Le Moyen-Orient ne dispose pas de terres rares, ou du moins de grandes quantités de terres rares, comme c'est le cas de l'Afrique. Donc les terres rares sont devenues une matière stratégique pour les hautes technologies, pour tout ce qui est spatial, pour tout ce qui est fabrication de smartphones, de laptops, de toutes les nouvelles technologies fonctionnent avec les terres rares, notamment le lithium et le thorium. Donc l'Algérie en possède également. L'Algérie a un fort potentiel. Elle est même classée dans les 20% à peu près des terres rares du potentiel mondial, et surtout pour le lithium qui constitue aussi une matière à l'avenir très importante au niveau des ressources de l'Algérie pour pouvoir l'exporter, bien entendu l'utiliser localement après raffinage, mais également constituer une opportunité pour son exportation. Mais est-ce que nous sommes dans une recomposition géopolitique des grandes puissances de ce monde au niveau de cette région et de la région de l'Afrique également, du continent de l'Afrique, Monsieur Mendouche? À mon avis, oui. Il y a trois puissances, les États-Unis, la Chine et la Russie, qui se disputent le continent africain. Maintenant, le continent africain, je pense que le mieux, c'est de voir ses intérêts et de négocier beaucoup plus une intégration régionale et privilégier l'intérêt de l'Afrique et du continent africain avant de laisser ces richesses être bradées, pour ne pas dire gratuitement, à bas coût. Je pense que les Africains, les dirigeants africains ont bien compris qu'ils ont besoin d'une technologie. Donc la technologie existe dans les pays développés et ils négocient bien leur contrat avec le win-win, c'est-à-dire le gagnant-gagnant. Les pays les plus convoités, ce sont ceux qui disposent des plus grands gisements, Monsieur Mendouche?
Absolument. Les plus grands gisements pour le pétrole et le gaz, mais également les plus grands gisements de minerais également. Le Niger, par exemple, dispose de grandes quantités ou de gisements importants d'uranium. Donc l'uranium est utilisé dans l'industrie nucléaire civile. Et donc c'est un produit, c'est un minerai qui est également très, très convoité, très recherché. Alors, justement, par rapport à ce que déclare à l'instant M. Mendouche, nous avons vu que les grandes batailles se dessinent aussi au niveau de notre région, au niveau de notre, bien sûr, au niveau de nos frontières, et la sécurité des pays du voisinage relève aussi de notre sécurité. Monsieur Saïd Ayachi, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à l'avenir, puisque nous assistons aujourd'hui à la formation des blocs à travers le monde, que l'Afrique aura son mot à dire dans les années à venir en constituant, bien sûr, un véritable bloc pour décider de son propre destin? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous me permettrez d'ajouter quelque chose à l'excellent exposé qu'a fait M. Gessoum concernant les relations économiques et commerciales avec l'Afrique? Je rappelle tout simplement que le président Tebboune, il y a 4 ans à peine, avait recommandé la multiplication des foires au niveau de l'Afrique, justement pour exposer le Made in Algeria et le faire valoir au niveau des marchés africains et pénétrer ainsi les marchés africains. Vous avez prononcé un mot très juste, c'est l'agressivité. Je crois que maintenant, il faut qu'on devienne agressif et surtout nous débarrasser de nos complexes de croire qu'on ne sait pas faire certaines choses. On sait faire beaucoup de choses et on peut s'imposer sur ce plan commercial. Et puis, vous parlez de M. Mengouche l'a souligné, je le répéterai après lui, on sait que la très grosse bataille à venir va se dérouler en Afrique entre la Chine, la Russie et les États-Unis. Et notre pays va être une porte d'entrée, va être un ticket gagnant pour celui qui se reposera sur l'Algérie, qui exploitera les possibilités de l'Algérie dans le périmètre africain. Et donc voilà pourquoi notre pays maintenant pèse dans cette bataille à venir, et surtout lorsqu'on considère son potentiel économique et son savoir-faire dans la réalisation des projets. Évidemment, nous serons courtisés. Pour ceux qui disent que nous serons isolés, l'avenir, c'est que nous serons très courtisés par les grandes puissances de cette planète. Et puis, comme vous l'avez demandé, il faudra nous organiser, pas seulement pour être en appoint de ces grandes puissances, mais en étant nous-mêmes déjà une partie qu'il faudra considérer à juste titre. Il y a eu les BRICS. C'est un peu dans ce cadre-là, mais pas seulement les BRICS, il faudra aussi l'intégration régionale, sous-régionale et continentale qui fera dans un cadre beaucoup plus homogène, beaucoup plus consultatif et opérationnel pour pouvoir s'imposer face aux appétits, à la prédation même de certains pays, je pense surtout aux pays occidentaux, et qu'il faudra leur dire que tout simplement, il faudra qu'on ait des relations, comme l'a dit encore une fois M. Mengouche, gagnant-gagnant. Oui, mais est-ce qu'on pourrait penser que l'Algérie pourrait être aussi l'acteur principal pour booster, bien sûr, vers cette nouvelle vision du continent et de l'Afrique, monsieur? Je crois que c'est ce qu'a toujours développé l'Algérie, dans le cadre d'abord de l'Union africaine. La fameuse zone franche dont parlait M. Gessoum, nous avons été quand même un catalyseur dans sa mise en place aussi au niveau des textes, mais aussi au niveau opérationnel. Règlement des conflits. Et bien sûr. Et puis, bien sûr, parce que de toute façon, c'est encore une fois des relations commerciales, c'est du business, et le business n'aime pas l'instabilité, l'insécurité. Il faudra d'abord asseoir la sécurité, la stabilité et la paix dans la région, dans la sous-région, dans le continent, dans l'espace international, pour pouvoir faire un business qui serait profitable à tout le monde. Et à ce moment-là, il faudra exclure de cette problématique les nations qui jouent les troubles faits et qui, d'une façon ou d'une autre, attisent le feu sur des bases tout à fait intolérables entre des pays voisins, entre des pays, je pense par exemple aux Émirats arabes unis qui jouent les empêcheurs de tourner en rang ici et là dans beaucoup de pays grâce à l'archiquie. Et donc l'Algérie convainc et arrive à convaincre qu'il faut ces relations apaisées, qu'il faut ces relations équilibrées pour pouvoir aller vers
des relations économiques et commerciales tout à fait productives, et tout simplement pour un objectif admis par tout le monde, c'est la prospérité des peuples et offrir aux populations un cadre de vie digne et satisfaisant. Alors, monsieur Sohil Guessou, moi je voudrais revenir avec vous sur les potentialités de nos entreprises. Il faut plus de facilitation et d'incitation pour leur permettre de s'installer dans ces pays et produire au niveau de ces pays, puisque nous avons aujourd'hui un savoir-faire et on l'a vu avec la réalisation par des équipes de Sonelgaz d'une centrale électrique au niveau du Niger en un temps record. Et le Premier ministre l'a bien indiqué. Alors, il n'y a pas que... Alors, la Sonelgaz, effectivement, est un non, je exemple... parle de toutes les entreprises. Est un exemple très intéressant. Est un exemple très intéressant, mais nous avons aussi beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises, des PME, des PMI aussi qui exportent beaucoup de choses vers l'Afrique. Nous avons des exportations dans l'agroalimentaire, nous avons des exportations dans la petite industrie. Nous avons, comme je l'ai cité tout à l'heure, des exportations aussi dans l'acier, dans le ciment. N'oublions pas que le ciment, nous avions déjà en 2024 un surplus de 23 millions de tonnes à exporter. Donc, il est clair, à mon avis, que l'Afrique est supposée être un marché naturel pour ce produit. Nous avons aussi tout ce qui est fertilisant, où nous avons beaucoup de production en Algérie, nous avons un surplus à exporter. Mais surtout, ce que j'aimerais souligner... Moi, je parle de produire au niveau des pays, s'installer carrément au niveau de ces pays, monsieur. L'externalisation des entreprises. Oui, mais avant de produire dans ces pays, il faut valider le marché. Donc, je pense que valider le marché, c'est en réalisant quelques exportations pour ensuite décider de produire sur le pays. Ça donnera plus d'avantages compétitifs par rapport au coût de production, puisque produire sur place est supposé être plus viable économiquement que d'exporter, et donc avoir une plus grande part de marché dans les pays où nous produisons. Pour pouvoir aller vers cela, nous avons parlé des autorisations où j'aime pas trop le terme dérogation parce que ce n'est pas supposé être une dérogation, c'est supposé être une simple autorisation. Alors, il y a les autorisations de la Banque d'Algérie, mais il y a aussi lever toutes les contraintes bureaucratiques par rapport à cet acte d'investir, notamment à l'international. Il est vrai qu'il y a eu la loi sur l'investissement pour l'Algérie, il est vrai qu'il y a eu pas mal de facilitations, mais l'entreprise algérienne reste quand même soumise à beaucoup de bureaucratie qui entrave son développement rapide. Nous avons des fleurons qui peuvent aller très très vite en termes de croissance. Alors, je terminerai par un point. Vous avez dans le pharma, par exemple ? C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais n'oublions pas aussi que nous avons un écosystème de start-up qui se développe et nous avons des start-up qui aujourd'hui sont en train d'exporter du service et du produit à l'international. Pas seulement en Afrique, elles exportent en Europe, elles exportent aux États-Unis et j'ai même vu dernièrement une start-up exporter au Japon. Et certaines sont aussi cotées en bourse. Alors, je voudrais revenir avec vous aussi. On parle du futur crise alimentaire à travers le monde et c'est la raison pour laquelle il y a cette bataille au niveau des terres agricoles, au niveau également du continent par rapport à la Chine qui vient pour sa consommation interne produire au niveau du continent. L'agroalimentaire, c'est un avantage comparatif puisque nous avons beaucoup de potentialités. Dans certaines filières, nous sommes même excédentaires. Par exemple, la tomate industrielle, où on était à un moment donné déficitaire. Aujourd'hui, on est excédentaire. Aussi, les pâtes alimentaires, monsieur Guessou. Nous avons beaucoup de domaines où nous sommes excédentaires aujourd'hui. Quand nous pensons à la conserverie, quand nous pensons aux confitures, à la tomate, etc., tout cela, nous avons un excédent à exporter que nous sommes déjà en train d'exporter. Mais je pense que notre gros challenge en tant qu'Algérie va se situer au niveau du blé. C'est là où nous avons un gros challenge. Nous faisons confiance aujourd'hui à la vision du jeune ministre de l'Agriculture qui est en train de faire beaucoup de bonnes choses dans ce domaine. Espérons que dans quelques années, nous allons être autosuffisants dans ce domaine. N'oublions pas que nous avons des projets tels que Beledna, les projets tels que Timimoun, donc Fuminici, je crois que ça s'appelle, ou Fibonacci. Nous avons surtout les gros espaces, nous avons l'eau qui est disponible, donc nous avons tout pour être autosuffisants.
Je terminerai sur un point très rapidement. Nous avons beaucoup parlé d'énergie, mais nous n'avons pas parlé d'énergie renouvelable. J'allais poser la question à M. Mendouche. Voilà. Et en termes d'énergie renouvelable, je ne vais pas piétiner sur les connaissances et le savoir de M. Mendouche, mais je crois que nous avons un savoir-faire qui commence à s'affirmer en termes d'énergie renouvelable. Nous avons surtout un potentiel énorme en termes d'énergie renouvelable, premier en énergie solaire, parmi les premiers en énergie éolienne. Hydrogène vert, nous avons aussi un potentiel. Et je n'en dirai pas plus pour laisser M. Mendouche élaborer sur cela. Alors, autre atout, M. Barded Mendouche, justement par rapport à nos potentialités importantes, au-delà bien sûr du gaz, du pétrole et les terres rares, et bien sûr les gros investissements qui sont en train d'être réalisés avec nos partenaires africains, notamment les pays du Sahel. Les renouvelables, comme par exemple l'hydrogène vert, c'est aussi un potentiel important. Absolument. Le temps ne suffit pas pour tout développer. Je dirais tout simplement qu'en matière d'énergie solaire, il y a un grand potentiel. Il y a un programme d'ici à 2035 pour pouvoir porter dans le mix énergétique algérien la partie renouvelable à 27% de la consommation totale, ou plutôt de la production totale d'énergie. Déjà, en 2026, il y a 3000 ou 3200 mégawatts qui vont être mis en service au niveau des hauts plateaux du Sud. Pour donner une idée, c'est déjà avec ce qui va être mis, c'est 3200, on pourra économiser 8 milliards de mètres cubes de gaz qui sert pour les centrales thermiques de Sonelgaz pour produire de l'électricité. Et les 8 milliards par an vont être redirigés soit vers la consommation intérieure qui augmente à un niveau quand même assez alarmant, mais également redirigés vers l'exportation où il est envisagé dans les 2 ou 3 prochaines années de doubler notre production. Dans le domaine de l'hydrogène vert, il y a de gros contrats entre Sonatrach et le groupe ENI, pour ne citer que cela, et également le corridor South 2, qui relie l'Algérie à l'Italie pour produire et exporter de l'hydrogène vert, qui est le gaz du futur et qui est compatible avec l'environnement. Alors, j'ai commencé avec vous, je termine avec vous, M. Saïd Ayachi, très rapidement sur la question, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'est ce que m'indique à l'instant M. le réalisateur, Amine Seguini. Alors, je voudrais vous poser cette question. Dans cette bataille d'influence qui façonne le nouvel ordre mondial, il faut projeter, bien sûr, notre pays et notre région vers 2030, 2040, 2050. Bien sûr, nous avons un rôle de plus en plus important à assumer dans la région, un rôle d'ailleurs qui nous est reconnu, qui nous est demandé. Si je prends le cas du Niger, il faut pas avoir l'impression qu'on part de rien avec ce tronçon, ce projet de gazoduc Nigeria, Niger-Algérie. En fait, avec l'Algérie, si on prend le Niger comme exemple, c'est les bourses d'études pour les étudiants, c'est la formation dans les corps constitués, c'est le domaine technique, c'est le nucléaire civil, c'est l'enseignement religieux, c'est beaucoup de choses. Et donc, nous avons assis notre position confortable vis-à-vis du pays africain sur un socle solide déjà et éprouvé. Alors, dans cette nouvelle configuration mondiale, l'Algérie apparaît comme un acteur central dont la stabilité, la crédibilité diplomatique, la puissance énergétique et l'ancrage africain constituent aujourd'hui des atouts majeurs. Alors, merci à nos invités qui étaient présents ici avec nous dans le studio. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, pour votre fidélité. Aïd Saïd, et puis à la semaine prochaine.